Alors, je propose de commencer comme ça, on ne pénalise pas ceux qui sont beaux tard. Donc, bienvenue pour ce webinaire ce matin. On a aujourd'hui la thématique des assurances cyber et on a deux experts à côté de moi. Et avant de commencer dans le sujet, je vais vous vite faire un petit tour de ce qu'on va faire aujourd'hui, les aides étatiques qui sont disponibles, notamment dans la sécurité informatique, et puis on va euh, continuer avec la présentation de Monsieur Del Pizzo et de Monsieur Toudma. Donc, voici l'agenda. Donc, petite introduction, et puis on va commencer, on va entrer dans le sujet. Le webinaire sera enregistré et donc mis à disposition par après sur notre channel YouTube. Et puis aussi pour la session questions-réponses, ça va être intégré pendant la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis moi et les autres experts, on va regarder de les intégrer et de répondre aux questions au cours de la présentation. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre service, donc le service e-Infect de la Chambre des métiers, on fait du conseil dans la digitalisation et dans la transformation durable. On organise des ateliers et conférences comme aujourd'hui et on écrit beaucoup d'articles, des brochures d'information et toutes ces informations pour les entreprises artisanales. Et donc, si vous êtes une entreprise artisanale et vous souhaitez faire si vous souhaitez recevoir un conseil, n'hésitez pas de nous contacter. C'est gratuit. Ça dure de manière générale 1 heure à peu près. Nous pouvons déplacer chez vous ou vous venez chez nous. Et puis, on fait une analyse de votre situation au niveau digital, mais également au niveau écologique. Et on vous guide dans les aides financières disponibles. On vous aide à trouver les bons partenaires pour vos projets et les différents programmes de soutien. Au niveau des ateliers et conférences, voici notre programme pour les prochaines semaines. Début mars, on a une conférence sur les aides au niveau de la décarbonation et l'énergie. Ce sera en français et en allemand. On a le 11 du 3 une grande conférence sur l'IA et l'éco-responsabilité. Ça s'appelle les Future Ready Days et ça se tient à la Lux Expo. Et on aura mi-mars, le 18, un événement pour notamment le secteur de l'alimentation au niveau du Green Business Events, si cela vous intéresse. Puis on a nos articles et brochures. Et voici encore une vue sur les différentes aides étatiques qu'on a au Luxembourg. Donc, on a les SME Packages. Et les SME Packages, ça couvre tout un tas de possibilités. Vous avez le digital avec l'achat de systèmes de gestion, le marketing, donc le site web, tout ça. Vous avez le SME Package Cyber Security qui va évaluer votre niveau de maturité en digital ou en sécurité informatique et puis vous permet d'investir dans les améliorations de votre situation. On a le SME Package AI pour tout ce qui est mise en place de solutions IA au niveau de l'entreprise. On a le volet écologie, donc réduction de la consommation d'énergie, tri de déchets ou calcul de l'empreinte carbone. On a le volet service en améliorant l'atmosphère de mon salon, l'atmosphère ou la relation clientèle. Et on a le volet RSE avec le Starter Kit qui vous fait un premier aperçu de vos démarches RSE et vous prépare à la labellisation du label ESR par l'INTR. Et toutes ces volets ou toutes ces aides étatiques ont des critères communs et c'est assez facile. Donc, vous devriez être une PME qui a une autorisation d'établissement avec siège social au Luxembourg et il faudra remplir les critères d'une PME. Donc, 250 personnes au niveau du effectif, total du bilan 43 millions et ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant que tout ça, c'est calculé sur le groupe. Donc, si vous faites partie d'un groupe, on va regarder toujours
la totalité du groupe si les prises de participation sont au-dessus des 25%. Et l'entreprise doit respecter l'effet incitatif. Donc, si jamais vous avez déjà signé une commande, c'est déjà trop tard. La subvention sont toujours 70% pour un projet entre 3 000 € et 25 000 € et vous êtes remboursé après la mise en place du package. Donc, il faudra toujours avancer l'argent. Et la procédure prévoit donc une analyse, donc un rendez-vous avec la chambre des métiers ou la chambre de commerce. Au niveau de la sécurité informatique, vous avez un audit gratuit réalisé par le NC3, donc le centre de compétences national. Et puis, vous définissez votre projet d'investissement. La chambre ou les deux chambres s'occupent de des procédures administratives et puis vous mettez en place votre package et puis à la fin, on a le paiement de la subvention. Vous trouvez encore ici quelques QR codes, mais sachant que je vais vous envoyer tout ça par après. Et puis, voici notre contact. Et puis, je laisse la parole à Monsieur Delpizzo et Monsieur Toutmar, comme ça. Et je vous souhaite un bon workshop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Linger. Et écoutez, je vous propose de partager dans un premier temps mon écran pour pouvoir parcourir cette présentation. Hop, partager. Hop, et en entier. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez l'écran? C'est parti. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, ravi de vous retrouver ce matin. La première question, elle n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Vous, les PME, vous êtes le véritable poumon de l'économie. Vous représentez la majorité des entreprises, des salariés, et vous faites vivre de nombreuses familles. Et pourtant, lorsqu'on parle du risque cyber, vous êtes souvent délaissés, avec des ressources plus limitées que les grandes entreprises, tant sur le plan humain, financier que technique. Vous êtes plus vulnérables et vous vous retrouvez aujourd'hui en première ligne de la menace cyber. La digitalisation a bien entendu permis à de nombreuses PME de produire plus, de produire mieux, d'être plus rentables et de faciliter certaines tâches du quotidien. Mais cette digitalisation apporte également son lot de risques. Les PME sont devenues dépendantes de leur informatique. Notre mission aujourd'hui, avec Abdelai, est de vous aider à mieux comprendre l'impact potentiel d'un incident cyber et de vous conseiller pour mieux vous protéger et vous présenter comment l'assurance cyber peut se révéler être un outil stratégique pertinent. Pour ça, on a un agenda à vous présenter qui s'est juste défilé rapidement. Et comme vous voyez, on a un invité spécial. Au niveau de l'agenda, on va parcourir rapidement les risques actuels, l'évolution, l'assurance cyber, quelques questions stratégiques, et on terminera notamment avec un témoignage d'une PME victime d'un incident cyber qui expliquera comment l'assurance l'a aidé dans ce moment difficile. Et comme vous l'aurez compris, on a un invité spécial pour la première fois. Sachez qu'on estime aujourd'hui qu'une PME sur deux victime d'un incident cyber majeur, important, fait faillite dans les 3 ans. Nous ne voulons plus que cela arrive. Morgan Freeman a dit « La plus grosse erreur que nous puissions faire est de croire que les autres pensent de la même manière que nous. » Pensez-vous que le fait d'être une PME au Luxembourg vous protège contre le risque cyber? Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive?
If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, le développement des deepfakes, aujourd'hui, peut créer des opportunités et également des risques nouveaux pour les entreprises. On ne sait plus si nous sommes dans la réalité ou dans la fiction. Et je vais poser cette première question, on va dire à Abdelhaï, pour comprendre dans le monde actuel, quels sont les risques cyber auxquels font face les PME. Merci Guillaume et bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici ce matin avec vous et essayer finalement de parler de cybersécurité qui n'est pas un sujet nouveau mais qui est un sujet qui nous concerne tous. On a, Guillaume et moi, l'ambition surtout de vulgariser ce propos, donc le rendre le plus accessible, pas rentrer dans des éléments purs techniques ou purement techniques, et puis aussi de vous sensibiliser sur les risques. Alors effectivement, le monde actuel n'est pas en soi plus hostile qu'il l'a toujours été. C'est uniquement que les moyens de pouvoir compromettre un système d'information sont beaucoup plus sophistiqués, plus rapides et que l'impact peut être létal. Vous l'avez compris, pour ceux qui l'ont connu, il y a 30, 40 ans, la surface d'attaque était relativement limitée. L'outil informatique se limitait à l'entreprise. La digitalisation n'avait pas encore produit ses effets. Cette même surface qui permet à cyberpirates de rendre notre vie moins agréable s'est élargie. Je pense que tout le monde sait que il y a encore 20-30 ans, on utilisait essentiellement le mail au sein du travail d'ailleurs et le téléphone. Et donc ces attaques se limitaient à ces moyens, ces endpoints. J'avais dit qu'on serait pas trop technique, mais on va être obligé quand même d'appeler un chat un chat. Et puis tout à chacun a vu, et cela a été accéléré par le Covid, l'explosion de la digitalisation. D'ailleurs, on disait à l'époque que le Covid faisait la différence entre les sociétés qui avaient entamé leur digitalisation et celles qui ne l'avaient pas faite. Donc du coup, il y a eu une course aussi sur les dernières années à la mise en place de solutions digitales qui sont autant de portes ouvertes pour les cyberattaques. Alors on pense évidemment toujours au mail, au téléphone, mais à tous les moyens de paiement et toutes les couches logicielles qui se sont rajoutées. Et ceci étant une aubaine, surtout pour les sociétés qui ont externalisé leur parc informatique ou la gestion de ce dernier à des tiers. Donc les risques sont fondamentalement les mêmes, mais ils se sont diversifiés. On retrouve toujours le fameux ransomware ou rançongiciel, qui est un des moyens, qui s'appuie évidemment aussi sur le facteur humain, puisque dans tous les cas, il s'agit d'humains, mais si on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Évidemment, tous les moyens comme le social engineering, qui s'appuie évidemment sur la caractéristique numéro 1 de l'humain, c'est son émotion. Donc évidemment, un mail qui vous est envoyé à un moment de la journée où vous êtes un peu plus fatigué ou à un moment de votre activité où il y a un peu plus de trafic. Donc on notera toujours des pics d'activité vers la fin de l'année, mais il faut être honnête avec l'IA. Vous avez une activité, surtout avec l'IA générative et l'agentique, qui permet à des pirates de vous cibler tout le temps. Et il faut savoir que l'ENISA, qui est donc l'Agence européenne pour la cybersécurité, a émis fin d'année dernière un rapport que vous pouvez voir, qui reprend des éléments très intéressants, ce que je viens de vous dire sur le modus operandi, mais aussi les sociétés qui sont les plus victimes de ces attaques. On y retrouve sans surprise évidemment le secteur public, le transport, mais classiquement les cabinets d'avocats, les hôpitaux, les administrations, tous ces services qui pensent être quelque part, qui pensaient en tout cas, être à l'abri, parce que pour beaucoup de gens,
cyberattaque égale euh, récupérer de l'argent, gagner de l'argent. Or, l'asset numéro un, c'est votre donnée. Ces données sont, avec l'augmentation de la surface d'attaque, comme je vous l'ai dit, accessibles plus facilement. Et se retrouvent parfois, quand on est peu précautionneux, on l'a tous été à un moment donné, à travers par exemple une gestion de mot de passe très light, se retrouve dans le dark web et se monnaie. Et tout a une valeur, hélas, dans ce monde. Et donc, des identifiants, des numéros de carte, un certain nombre d'informations sur vos contrats peuvent être des éléments intéressants pour les pirates. Il faut savoir aussi que les attaques ne sont plus le fait d'un adolescent qui aime l'informatique et qui aime la cybersécurité. C'est parfois des organisations qui demandent des rançons, comme vous le savez, souvent à payer, pour ceux qui décident de payer en cryptocurrency. Et, euh, et vous avez aussi des organisations étatiques. Et je crois que le vrai changement, en dehors de l'irruption de l'IA qui accélère à la fois la vitesse d'exécution, l'ampleur de l'exécution et donc l'impact, c'est le fait qu'il y a tout type d'organisation. Vous avez vu qu'à l'échelle de l'État aussi, certaines organisations, puisque les ministères se sont aussi digitalisés, se sont retrouvés victimes d'attaques, et il n'y a pas besoin d'avoir une sophistication importante. Le fameux DDoS, la méthodologie qui consiste à bombarder un serveur pour le faire tomber, est toujours d'actualité. Donc on retrouve évidemment le ransomware, comme vous pouvez le voir à droite, en bas à droite, comme je l'ai dit, et les attaques classiques. On pourra citer aussi que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'est pas l'objet des attaques n'est pas forcément votre société, ça peut être vous-même. Euh, il y a, il y a eu l'année dernière, en février, euh, des attaques qui ont concerné LuxTrust, qui ont impacté beaucoup de gens, et plus récemment encore. Ça concerne tout le monde, et donc vous avez un impact sur votre vie privée ou sur vos capacités à payer vos employés ou à être payé, ou en tout cas à faire des transactions. Donc c'est arrivé en février de l'année dernière, et je crois que ça a fait l'objet de pas mal de questionnements sur la sécurité à un niveau encore plus important. Donc la sécurité, c'est l'affaire de tous, ça impacte tout le monde, ça passe par la société, ça peut impacter le privé, ça passe par le privé, ça peut vous impacter. Et je pense qu'il faut être conscient que ça n'est plus tout à fait le même sport, si je peux utiliser cette image, et qu'on est passé à une division bien supérieure. Merci Abdelhaï pour cette introduction et cette vision très claire du risque. Si je peux faire le parallèle avec l'assurance et ce qu'on voit au niveau des PME, ben ça confirme ce que tu dis parce qu'on voit que les risques principaux pour les PME, le ransomware, hein, comme tu expliquais, alors ce n'est pas celui qu'on voit forcément le plus souvent, mais c'est celui dont l'impact peut être le plus sévère pour une entreprise. Et on a aussi une tendance avec tout ce qu'on voit, les cyberfraudes. C'est quoi? C'est tout simplement des transferts d'argent, comme tu expliquais peut-être avec la fraude au président, l'IA, on va dire mal intentionnée. Et ça, ce sont deux vraies tendances qu'on retrouve au niveau des PME. Pour donner quelques chiffres, hein, la cyberfraude moyenne pour une PME est de 55 000 euros. C'est déjà un montant important. Et lorsqu'on parle de montant moyen, et il faut savoir que le coût d'un incident important, la gestion d'un coût d'un incident important, c'est à peu près 300 000 euros. Ça comprend la perte d'exploitation, les frais de gestion d'experts, etc. Donc ça, c'est quelques chiffres pour vous donner, on va dire, aussi une idée moyenne de ce qu'on voit sur le marché. Eh bien, les PME, on verra à la fin de cet échange un témoignage concret, mais je vais vous donner un exemple qu'on a eu. C'est une PME qui est spécialisée dans la transformation de métaux précieux, qui fait à peu près 50 millions de chiffres d'affaires, qui a eu un incident ransomware et pendant 2 semaines, elle ne pouvait pas produire. Ça lui a coûté 235 000 euros. Voilà pour poser un peu le décor. Je vous propose de passer sur le slide suivant. Si je peux me permettre, Et Guillaume, oui, peut-être, oui. oui, Désolé de l'interruption, très sûr. rapidement, peut-être pour, pour l'assistance aujourd'hui. J'étais personnellement, dans mes rôles précédents,
à la tête de différentes équipes IT, j'ai connu le ransomware. Donc, alors le but n'est pas de parler de moi ici, mais uniquement vous dire deux choses de manière très pragmatique. D'abord, le ransomware d'il y a 8 ans, 10 ans n'est pas le ransomware d'aujourd'hui. Donc évidemment, quand on était victime de ransomware il y a quelques années, on était d'abord pas forcément heureux, pas forcément à l'aise, mais si vous aviez les bonnes pratiques, et Guillaume en parlera, vous pouviez vous en sortir sans trop de dégâts. Aujourd'hui, la sophistication du ransomware, qui n'est pas le seul moyen d'attaque, vous l'avez compris, fait que vous pouvez vraiment être impacté et que votre chaîne de production ne redémarre pas. Donc ça, c'est un élément qu'il faut intégrer. Et le deuxième élément qui est important, c'est que dans cet espace-temps, hein, je parlais des 30-40 ans et de la digitalisation, si on prend un passé pas si lointain, se sont développés évidemment les réseaux sociaux et les tutoriels. Et parmi ces tutos, comme on les appelle, eh bien, il y a tous les tutos pour pouvoir attaquer une société. Donc, ce qui est évidemment d'un point de vue déontologique très honteux, mais on est dans un monde où le vice rapporte plus que la vertu. Et donc, il faut savoir que n'importe quel, j'ai parlé tout à l'heure de jeunes ou d'adolescents mal inspirés, ça ne concerne pas que les jeunes et le but n'est pas de critiquer la jeunesse, mais n'importe quel jeune qui est bien câblé en informatique euh, peut apprendre à faire tomber un système d'information, que ce soit par la sécurité périphérique, donc par exemple les pare-feux, ou par un ransomware. Donc il faut aussi tenir compte que, hélas, il y a la mise à disposition et l'IA et les fameux LLM comme les ChatGPT peuvent aussi aider les personnes mal inspirées à tout simplement attaquer une société. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Merci Abdel. C'était important de partager effectivement ta vision de terrain qui est essentielle ici. Eh bien, je vous propose dans un second temps de passer sur l'assurance cyber, de découvrir avec moi l'assurance cyber, parce qu'elle a évolué. Comparé à d'autres produits d'assurance comme l'incendie, etc., qui existent depuis des centaines d'années, l'assurance cyber reste un risque plutôt récent, ou en tout cas une solution d'assurance plutôt récente qui a évolué ces dernières années. Elle est sur le marché européen depuis 10-15 ans à peu près. Elle a connu des périodes de haut, de bas. Aujourd'hui, on a une solution complète disponible sur le marché et accessible pour tous. Je m'explique. Dans les années 2020, il était un peu compliqué de s'assurer. Les tarifs étaient élevés, les franchises élevées et le mode de souscription très long. Beaucoup de questions. Aujourd'hui, il est facile de pouvoir trouver une solution avec, on va dire, un minimum de maturité cyber, et on reviendra dessus après, pour secourir à un tarif correct et avec des franchises et des services additionnels qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir gérer un incident cyber si cela arrive. L'assurance cyber, le critère déterminant, c'est toute atteinte au système informatique ou aux données de l'entreprise. Et pour ça, on va voir ce slide qui va nous expliquer l'objectif de l'assurance cyber. Voilà. Hop là. Je pense qu'on a passé plusieurs slides, à mon avis. Je vais juste repartager le bon slide. Hop. En attendant, l'assurance cyber, elle couvre quoi? Elle va couvrir le risque cyber. L'objectif du risque cyber, c'est quoi un risque cyber dans un premier temps? Hop, écoutez, j'espère que vous m'en voulez pas. Je vais remettre juste le slide au bon endroit.
pour que ça aille. L'assurance cyber, le risque cyber, c'est quoi? Eh bien, donc, on le disait, c'est toute atteinte au système informatique, aux données de la société. Ça peut provenir de l'interne de l'entreprise ou de l'externe. Un acteur malveillant qui veut nuire au fonctionnement de votre entreprise, ça peut être un employé qui peut avoir une motivation malveillante, ou ça peut être tout simplement un événement accidentel. Une mise à jour qui se passe mal, et tout ça, on va dire, va viser principalement 3 caractéristiques. La confidentialité des données que vous gérez, Abdellah l'a évoqué, elles ont une certaine valeur, vous vous rendez peut-être pas compte, mais que ce soit des données personnelles que vous gérez de vos employés, de vos clients, ou des données stratégiques de votre entreprise, ou de vos clients, encore une fois, un savoir-faire particulier. Ici, la confidentialité peut être un visé. Le deuxième point, c'est l'intégrité. C'est la modification des données que vous gérez, la pertinence. Et le troisième point qui peut être visé, qui est peut-être le plus brutal pour une PME, c'est l'indisponibilité, j'allais dire. Le fonctionnement de vos entreprises et de votre production n'est plus possible. Vous êtes à l'arrêt. Tout cela va entraîner des conséquences financières pour votre entreprise. Ça peut être une perte de chiffre d'affaires durant l'interruption. Ça va être des frais de gestion de crise. C'est cyberpompiers que vous allez devoir contacter pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé et vous aider à résoudre la problématique et les réclamations éventuellement des tiers de vos clients qui ont été impactés par cette fuite de données. Ça, c'est les caractéristiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui peuvent affecter votre entreprise. Et bien entendu, personne n'est à l'abri. Pourquoi? On sait que le premier facteur, c'est le facteur humain. Et il suffit d'un clic malveillant pour que l'ensemble du système de l'entreprise puisse être impacté. Guillaume, si je peux me permettre, Voilà, tu j'allais montres dire. le slide, ouais, il faudrait que tu me mettes le slide parce que je crois qu'on voit qu'un slide blanc. Mais Un cela slide dit, blanc. si je peux me permettre, évidemment, tu avais partagé les éléments qui définissent un risque cyber avec le triptyque CIA en anglais, donc confidentiality, integrity, availability, donc en français, confidentialité, intégrité, disponibilité. Je pense que chacun a pu évidemment traduire. J'ai vu, pendant que tu donnes les explications, quelques commentaires très pertinents dans le chat. Donc, merci évidemment aussi aux participants qui font part de leur expérience, et j'ai vu des commentaires tout à fait intéressants. Évidemment, le facteur humain, vous avez totalement raison pour la personne qui... Peggy, vous avez tout à fait raison, c'est le facteur X. Hein, je veux dire, cliquer sur un mauvais attachment ou cliquer de manière intempestive sans avoir un niveau de... un esprit critique, tout simplement, c'est aussi l'illustration que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Évidemment qu'il faut, en amont, et on en parlera tout à l'heure à une section dédiée aux bonnes pratiques, il faut bien étudier la question du technique, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir protéger au mieux. Un autre commentaire aussi qui est intéressant, qui est pour toi et que je te laisserai, Guillaume, mais qui est une question relative euh, aux éléments qui sont mis en place et l'impact que ça a sur la mensualité ou sur l'assurance. Clairement, c'est un des points centraux. Donc, je réponds indirectement, mais je laisserai évidemment la primeur à notre expert Guillaume sur le sujet. Et voilà, donc je ne sais pas si entre-temps, Guillaume, tu as pu montrer le slide, parce qu'il Ok. apparaît blanc en fait sur Il le... apparaît blanc toujours? Ouais, Ok, pour effectivement, nous. c'était ma question. Voilà. Je vais voir. Voilà. Hop. Mais c'est vrai que souvent, démarrer la cybersécurité, on part pas d'une feuille blanche, hein, ça c'est pour le jeu de mots, le temps que tu trouves Ouais. le slide. La feuille En blanche, tout, ça, c'est- en tout cas, sachez, pour ceux qui n'ont pas pu voir le slide, et au pire, je projetterai moi, sachez que voilà, il faut vraiment prendre connaissance, conscience de des éléments confidentiels que vous avez, de ce que ça a comme impact s'il y a une compromission,
Et je pense qu'à l'heure de la, j'allais dire, d'un chaos qu'on retrouve un peu partout dans le monde dans lequel on est, la question même de la continuité et de la résilience est fondamentale. Donc voilà, merci Guillaume. Donc vous devez aussi vous poser la question de ce que vous pouvez vous permettre de laisser de côté en cas de panne versus ce qui est critique. Ça peut paraître assez terre à terre, mais c'est la réalité en fait. Et c'est une des premières questions que vous devez vous poser. Aujourd'hui, j'ai une production, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, quel que soit le secteur. Est-ce que vous pouvez vivre quelques heures ou quelques jours sans tel ou tel composant, sans tel ou tel accès, versus qu'est-ce qui est primordial. Et ça, c'est vous-même qui pouvez y répondre. Donc ça c'est fondamental. Donc, je redonne la main à Guillaume, parce que je pense que c'est important que vous sachiez ce que désigne la notion même de risque cyber, de risque lié à la sécurité. La sécurité aussi, j'insiste, on le dit assez souvent, ça n'est pas que la sécurité informatique. Évidemment, dans un monde où quasi tout est digitalisé, ça revient quasiment à ça, mais non, la sécurité, c'est aussi au niveau du recrutement, c'est le bâtiment, c'est votre propre personne, comme on l'a dit, hein, si vous prenez l'exemple de LuxTrust ou si vous prenez l'exemple d'une compromission, beaucoup de dirigeants, et je ne critique pas les dirigeants, on a besoin de dirigeants, ont tendance parfois à vouloir faire les choses vite parce qu'ils sont dans une course, parce que ce sont des leaders, et faire les choses vite, ça veut dire parfois outrepasser certaines bonnes pratiques, avoir des accès privilégiés qui ne sont pas forcément revus. C'est, à titre personnel, je l'ai vu, des dirigeants qui donnent des mots de passe à leur assistante sur un post-it. Voilà, ce sont des risques qui sont toujours d'actualité en 2026. Merci en tout cas, Abdelhaï, hein, et merci pour le point sur le PowerPoint. Maintenant, j'espère que vous voyez bien ce slide. Et on parlait effectivement du facteur humain, hein, vous l'avez compris, qui est ici un point essentiel dans le risque cyber. Et donc, ce facteur humain, eh bien, il y a plusieurs. L'assurance cyber, on sait qu'un clic malveillant peut contaminer l'ensemble du système informatique, donc bloquer le fonctionnement de l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est pas d'attaquer une personne ou de viser une personne en particulier. C'est de tous ensemble augmenter cette prise de conscience et pouvoir se former. L'assurance cyber aujourd'hui, que couvre-t-elle? Quels outils elle offre? Déjà, j'allais dire, avant la souscription, elle va permettre d'offrir gratuitement certaines analyses en fonction des assureurs, hein, mais via votre courtier, vous pouvez solliciter ces analyses qui vont faire par exemple un scan externe. Sur base du nom de domaine, ils vont vérifier si des données, des vulnérabilités existent sur votre entreprise. Ce rapport-là sera déjà, on va dire, une première page ouverte sur la réflexion du risque cyber et notamment vous permettra peut-être de contrôler les vulnérabilités critiques ou moyennes identifiées. Ceci est en amont de la souscription et bien entendu, lorsque l'assurance cyber est mise en place, ça continuera de fonctionner chaque semaine. Il y aura ce scan et lorsque l'assureur identifiera une vulnérabilité, il vous en informera. Il y a aussi le scan interne, j'allais dire, du cloud ou de l'Active Directory. C'est un peu plus détaillé, mais ça montre vraiment le cœur de l'entreprise et pour le protéger. Ça, c'est des outils, on va dire, d'assistance en amont pour pouvoir vous aider à identifier, à peut-être quantifier également les risques de l'entreprise. Lorsque une solution d'assurance est mise en place, ce n'est pas uniquement un transfert financier, hein, comme on peut l'exister sur d'autres risques, hein, c'est vraiment un conseil pour vous aider à augmenter la maturité et l'assurance cyber va vous offrir une assistance. On va dire également, surtout important, lorsqu'il y a un incident, pour pouvoir, on va dire, maîtriser les différentes parties à impliquer pour gérer l'incident. Dans les outils également offerts par l'assureur souvent aujourd'hui, il y a ces tests de phishing à voir en fonction des environnements que vous utilisez, mais certains assureurs offrent également des tests de phishing inclus dans leurs prestations. Ces solutions-là, en fait, elles ont un but, augmenter la prévention
pour limiter l'impact. Parce que tant vous que l'assureur, vous voulez tout faire pour que ça n'arrive pas ou limiter le risque. Et comme nous savons que le risque zéro n'existe pas, l'assurance est là pour vous accompagner si l'incident arrive. Il y a, au niveau de la couverture, on a parlé donc les pertes d'exploitation, les pertes prod de la société, les réclamations éventuellement des tiers, des frais juridiques pour vous protéger, les frais de gestion de crise et cette assistance qui va être un élément essentiel dans l'assurance cyber aujourd'hui. Il y a aussi, on parlait des outils, cette formation qui est disponible aux employés pour pouvoir tout simplement les avertir des bons réflexes à avoir lorsque vous recevez un mail, vérifier que l'adresse est correcte, que quelques petites réflexions comme ça qui permettent d'augmenter, on va dire, la prise de conscience des assureurs. On le disait, l'assurance cyber aujourd'hui est plutôt facile à souscrire. Bien sûr, il y a quelques exigences de la part des assureurs, comme par exemple, certains assureurs exigent d'avoir un multifactor authentication en place, mais c'est de la bonne pratique et de la bonne logique pour pouvoir évoluer, on va dire, dans un environnement serein pour les entreprises. Et il y a une question, tu l'évoquais, Abdelhaï, qui était pertinente. Plus ma maturité cyber est importante, est-ce que l'assureur le prend en compte? Alors, déjà, il faut avoir, on va dire, ça dépend de l'assureur, mais des assureurs aujourd'hui prennent en compte le fait d'avoir une maturité cyber plus élevée. Ça peut impacter la prime à peu près de l'ordre de 15%. Autre impact qu'on peut avoir, donc par exemple, si vous avez un EDR, peut-être Abdelhaï, tu pourras nous en parler par la suite, ça permet d'avoir une réduction de prime. Ou autre effet, vous pouvez avoir des sous-limites qui existent dans les contrats d'assurance qui vont être revus à la hausse. Par exemple, la cyberfraude, qui est souvent une sous-limite de l'assurance, peut être revue à la hausse si vous avez une maturité, certains outils de mise en place. Et autre chose également, certains assureurs permettent de réduire la franchise ou voire la supprimer pour la fraude si vous avez des outils en place. Donc oui, le fait d'avoir une maturité cyber plus élevée est aujourd'hui récompensé en quelque sorte chez certains assureurs pour vous offrir des meilleures conditions. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir un peu combien coûte aujourd'hui l'assurance cyber. Suivant le public, mais pour donner une ordre d'idée, on commence à partir de 50 € par mois pour une entreprise, on va dire, qui est artisanale, qui fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires. Les plus grandes sociétés, j'allais dire, on peut aller jusqu'à 10 000 € par mois. Il faut savoir que dans le portefeuille que nous gérons, 80% des entreprises font un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de chiffre d'affaires et la prime moyenne de l'assurance cyber est aux alentours de 4-5 000 €. Après, en fonction de la limite et de la franchise à prendre en compte, mais ça vous permet déjà d'avoir une estimation de budget. Bien entendu, cette estimation, on peut rapidement l'avoir aujourd'hui avec différents assureurs. En moins de 24 heures, on peut donner une indication tarifaire sur mesure par rapport à votre entreprise et votre secteur d'activité, votre taille également. Ça, c'est pour vous donner quelques indications et quelques solutions. J'allais dire, le prochain point maintenant, c'est peut-être de répondre à, on va voir, je vois il y a quelques questions dans le chat, c'est aussi de voir qu'on parle d'incident cyber. Mais l'assurance cyber, elle n'a pas un rôle d'intervenir uniquement en cas d'incident, également en cas de suspicion. Si un jour dans votre entreprise, vous constatez un ralentissement du système informatique, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'anormal, mais vous n'arrivez pas à identifier clairement quoi, vous pouvez contacter votre assureur qui vous accompagnera dans une investigation, ce qu'on appelle forensique, comprendre s'il y a quelque chose d'anormal pour pouvoir vous aider à, on va dire, régler la situation. Le but, c'est quoi? C'est un peu comme dans une assurance incendie, lorsque un feu se déclare, plus vite on intervient, moins on aura de dégâts. Donc, c'est pour ça que cette couverture-là est essentielle au niveau de l'assurance cyber. On couvre l'incident, mais également cette suspicion d'incident pour pouvoir vous accompagner.
Et voilà ce que je peux dire. Je vois, il y a quelques questions dans le chat. On a des questions stratégiques. Peut-être qu'il y en a des questions qui ont été reprendre, mais on peut peut-être prendre quelques questions ou peut-être remarques du chat si elles sont pertinentes. Et puis, elles sont pertinentes dans tous les cas. Et sinon, on peut passer sur les questions stratégiques que l'on a ici. Souvent, et on l'a évoqué notamment tout à l'heure, Abdelhaï, dans le premier point, on pense que le fait d'être une PME à Luxembourg nous protège contre le risque cyber. Je grossis, bien sûr, c'est un peu on grossit un peu la situation, mais parfois on a ce sentiment-là lorsqu'on a le plaisir d'échanger avec des entreprises. Est-ce que ce sentiment, selon toi, Abdelhaï, est justifié? De fait d'être une entreprise à Luxembourg nous protège ou, entre guillemets, nous permet d'être moins visés contre les incidents cyber? Alors, merci Guillaume, et on essaiera en parallèle aussi de répondre aux nombreuses questions qu'on voit dans le chat, et certaines sont peut-être un peu plus pour toi, Guillaume, sur la couverture, mais je prendrai les questions techniques. J'en profiterai en tout cas pour y répondre en parallèle. Alors, par rapport à cette question, j'ai envie de dire que si on la pose aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que par rapport aux différents impacts dans la vie privée depuis quelques années maintenant, et l'IA en est en partie responsable, hein. Il y a les très bons côtés de l'IA et puis les côtés un peu plus délétères, tout simplement quand il n'y a pas de gouvernance, comme tout, hein, on va dire, quand il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas des garde-fous, et puis que les pays à l'échelle mondiale n'évoluent pas avec les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, forcément, on a une sensibilisation de la population qui est sans doute un peu plus importante qu'il y a quelques années. Pour autant, je pense pas que les sociétés ont franchi le pas, en tout cas certaines l'ont fait, et j'ai envie de dire, il faudrait essayer d'augmenter la sensibilisation. Ce qu'on essaie aussi modestement de faire aussi aujourd'hui, Guillaume et moi, hein, c'est aussi un des objectifs que nous avions. Donc oui, il y a toujours une perception peut-être un peu moins forte en 2026 que le Luxembourg est un peu plus protégé. Le Luxembourg à bien des égards est un pays où il y a un certain équilibre, une certaine tranquillité, une certaine protection, mais je veux dire, elle est de moins en moins évidente parce que tout simplement, l'IA redistribue les cartes, donne accès à tout le monde, donc, comme je l'ai dit, pour, entre autres, se livrer à des cyberattaques. Et Luxembourg, avec son attractivité et l'image qu'il a de pays riche, va devenir encore plus victime d'attaques, plus le positionnement politique du Luxembourg fait que on suppose que certaines attaques viennent de pays qui n'ont pas la même, je dirais, couleur politique que le Luxembourg. Maintenant, pour revenir aux PME, évidemment, qu'elles soient petites, moyennes, ces sociétés représentent un intérêt. Aujourd'hui, on n'attaque pas une société uniquement parce elle est cotée en bourse. On attaque une société parce qu'on se dit, tiens, c'est plus facile parce que la taille de la société est petite. Il y a de fortes chances qu'il n'y a pas un niveau de sensibilisation élevé et que, entre autres, l'IT soit d'une manière ou d'une autre, tout ou partie externalisé. Et on sait que l'externalisation, c'est aussi un vecteur d'attaque non négligeable. On peut aussi imaginer que certains décideurs ou certaines organisations pensent qu'en externalisant, alors elles ont tout à fait le droit d'externaliser et ça fait du sens. Hein, quand la technologie n'est pas votre métier, vous n'avez pas de raison d'avoir des applicatifs chez vous, d'héberger chez vous, comme on le faisait il y a quelques années où on avait un rack qui était dans la cave ou dans un placard. Donc, j'ai évidemment forcé le trait volontairement. Donc, le prestataire IT devient de facto, et très bon prestataire IT à Luxembourg, mais devient aussi un élément qui, quelque part, étend, encore une fois, cette fameuse surface d'attaque. Et, on le verra plus tard avec la vidéo, on a tendance, quand on est dirigeant, à se dire, c'est bon, l'IT, hein, ce terme un peu fourre-tout, l'IT, c'est pas chez moi, c'est chez telle ou telle société, et je m'en occupe pas. Et de temps en temps, j'ai un petit problème, ou de temps en temps, j'ai une mise à jour pour laquelle on me demande de signer, et évidemment la facture du service. La réalité est que vous devez vous assurer, parce qu'en cas d'incident, quelle que soit la nature de l'incident, vous êtes responsable. Vous devez vous assurer, et les SLA n'offrent
piètre, j'allais dire, couverture de la responsabilité, qui fait quoi, et surtout comment s'organiser en cas de panne. Alors, si on est dans une panne opérationnelle, un serveur qui tombe, qui impacte une application, un accès ou pas de mail pendant quelques minutes, quelques heures, ça fait jamais plaisir en 2026 de ne pas pouvoir envoyer de mail ni de recevoir. Parce que je prends l'exemple qui est le plus critique, mais ça ne veut pas dire que chez vous, dans votre contexte, c'est le cas, mais en tout cas, c'est celui qui parle à tout le monde. En général, on arrive à continuer. La réalité, c'est si vous êtes victime d'une attaque cyber, est-ce que vous êtes sûr de qui va faire quoi, qui va prendre le relais? La technologie en elle-même est un élément, mais vous devez penser évidemment à la communication, qui communique, qui restaure quoi, qui est accessible à quel moment. Une panne qui arrive le week-end, est-ce que vous avez une équipe IT qui peut vous aider? Et si on zoome sur le point un peu plus central qui est celui du cloud, mais le cloud n'est qu'un exemple. Le cloud, c'est une infrastructure qui est là pour vous aider et aider aussi le fournisseur à pouvoir dimensionner vos besoins et pouvoir profiter de tous les avantages que une solution cloud, qu'elle soit Microsoft Azure, AWS ou Google ou autre, peut vous donner. En général, c'est une super solution d'un point de vue technologique, mais il y a un certain nombre de prérequis et un certain nombre de questions qu'il faut se poser. La première, c'est évidemment les responsabilités. Euh, qui fait quoi? Qui a la responsabilité du monitoring? Qu'est-ce que vous avez mis dans le cloud? Donc c'est important de savoir si vous êtes dans un modèle où vous avez tout mis dans le cloud ou si c'est qu'une partie de votre applicatif. Et savoir aussi ce qui est sous surveillance ou supervision, donc le fameux monitoring. Qu'est-ce que vous avez comme niveau de sécurité? Quelle est la responsabilité du prestataire par rapport à votre propre responsabilité? Donc ça, c'est hyper important de se poser ces questions et d'avoir une revue régulière. Donc, est-ce que c'est à travers des meetings que vous faites avec votre prestataire, une revue type account meeting, ou est-ce que vous avez aussi un niveau de responsabilité qui vous permet de travailler avec ce fournisseur pour, par exemple, faire des tests, vérifier que votre application, quand vous faites un test DRP, par exemple, euh, redémarre comme il faut et que vous faites ça assez régulièrement. Autre élément qui est très important, est-ce que vous cascadez vos obligations ou les obligations que vous avez à travers vos contrats à votre prestataire? Euh, voilà. Est-ce que, par exemple, votre prestataire fait des tests d'intrusion? Ça, c'est capital pour vous assurer que vos applicatifs sont protégés. La gestion des accès, c'est un point central dont on reparlera. Qui s'occupe de la gestion des accès? Bon, normalement, c'est vous, mais peut-être que vous avez délégué une partie de cette gestion. Merci Abdelhaï. Je vais reprendre une des questions qui est du chat. Et on essaiera de tous les reprendre pour répondre au fur et à mesure. Le ransomware et l'assurance. Déjà, que couvre l'assurance en cas de ransomware? Ben, j'allais dire, le premier réflexe, c'est l'assistance. On verra le témoignage à la fin. Ça concerne justement une entreprise d'une PME victime de ransomware. Eh ben, on se retrouve déjà un peu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Eh ben, l'assistance va permettre de vous guider, de vous accompagner à savoir comment réagir, comment vérifier si on peut récupérer les données, si on a fait les bonnes sauvegardes, si les sauvegardes n'ont pas été compromises, comment négocier éventuellement avec les attaquants, la prime, si on n'arrive pas à récupérer le ransomware, si on n'arrive pas à récupérer nos données et que l'entreprise, la vie de l'entreprise est en jeu, à ce moment-là, le prise en charge de la rançon peut être assuré par le contrat d'assurance. Mais pour vous donner quelques chiffres, il y a un assureur qui a publié ça l'année dernière. Il a géré à peu près 700 incidents cyber. Sur les 700, il y en a 80 qui concernaient réellement du ransomware. Et sur les 80, il y en a 78 qu'il a pu gérer l'incident, redémarrer le système de l'entreprise. Il y en a 2 sur lesquels ils ont dû finalement payer une rançon.
mais cette rançon était fortement limitée par rapport au départ, hein. Ils leur demandaient, je crois, 500 000 euros au départ, et on a parlé à la fin entre 30 et 50 000 euros de rançon. Mais la survie de l'entreprise en dépendait uniquement. Donc l'idée, et surtout, c'est de savoir avec qui on discute en face. Est-ce que ce sont des hackers qui ont une éthique, entre guillemets? Est-ce qu'ils vont nous donner la bonne clé de déchiffrement ou pas? Donc tout ça, cet accompagnement au niveau ransomware, il est là pour vous accompagner, pour couvrir cette assistance et gestion de crise. Et si jamais, malgré tout ce qui a été fait en amont, de façon préventive, les recherches des experts, eh ben, il n'y a qu'une solution. L'assurance est là pour vous accompagner dans le règlement aussi d'une rançon. Il y avait ce côté aussi, ce point sur les solutions de phishing. Alors, ça dépend des assureurs, hein. Les tests de phishing, soit il y a des assureurs qui l'ont internalisé, d'autres passent par des sociétés spécialisées, des prestataires spécialisés et le mettent à disposition de l'entreprise. Donc ça, c'est en fonction de l'assureur avec lequel on va pouvoir discuter. Ce qui est important, j'allais dire comme dans chaque risque, comment qu'on détermine la bonne assurance cyber, ben en fait, c'est en fonction de la sensibilité à gérer le risque de chaque entreprise. Qu'est-ce que vous voulez protéger? Est-ce que vous voulez une solution avec des solutions préventives importantes? Est-ce que vous voulez que votre prestataire IT soit impliqué dans la gestion de l'incident ou pas? Donc, tout ça avec le mix couverture et prix, sachant qu'aujourd'hui, sur le marché de l'assurance cyber, on est sur un niveau de maturité des couvertures qui sont sensiblement les mêmes d'un assureur à l'autre, hein. Il y a quelques points de détail qu'on peut vérifier, mais pour résumer, le marché offre des solutions aujourd'hui de qualité sensiblement proche, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça, c'est ce que je pouvais dire sur les 2 points. Et tu parlais sur le premier point de Luxembourg. Est-ce qu'on est épargné? On le sait que dans la presse, il y a eu des témoignages, donc on sait que le Luxembourg est attaqué. Mais j'allais dire, au-delà de la presse, il y a toutes ces entreprises qui sont impactées. Peut-être autour de vous, vous en avez entendu parler, ou parfois on n'en parle pas, tout simplement. Et ça, nous, en fait, on vous encourage à discuter avec vos pairs, parce qu'on sait que ça arrive et qu'on n'est pas tout seul. Et le fait de discuter, de partager ces événements permet d'augmenter aussi la maturité et la prise de conscience de chacun pour que ça n'arrive plus demain, ou en tout cas de façon limitée, et que si ça arrive, on puisse bien le gérer. Mais je me permets peut-être de rebondir sur ton point, Guillaume, et je suis entièrement d'accord. Il y a quelque chose qui est central dans tout questionnement. Que vous preniez ou preniez pas une assurance cyber, et chacun appréciera que je suis pas du tout dans ce domaine, mais j'étais de l'autre côté, et donc je suis passé par ces réflexions. Comme l'a dit Guillaume, c'est une question d'appétit au risque. Alors ça, c'est capital parce que vous décidez en tant que dirigeant ou en tant que membre de la direction de cet appétit au risque. Sur base de cet appétit au risque, vous avez aussi la nécessité, on en parlera aussi, encore plus en détail, de cartographier ces risques pour pouvoir identifier évidemment ceux avec lesquels vous pouvez vivre et ceux qui sont peut-être à mettre dans une rubrique de sensibilité plus élevée. Les mitigations que vous allez mettre en place et évidemment les mesures sur base aussi de ce que vous avez comme asset. Encore une fois, ce sont vos données, mais aussi dans les données que vous avez, quelles sont les données avec lesquelles vous pouvez vivre et celles qui sont pour lesquelles il n'y a pas de production possible. Les données clients, les données privées, ne serait-ce que parce qu'il y a GDPR, voilà, sont une catégorie pour laquelle vous devez avoir une vigilance accrue. Et je vois dans le chat une très bonne question qui est en fait à la croisée de ces éléments et ceux du fournisseur, c'est celle des données clients dans un data center. En fait, c'est toujours pareil. Si votre data center, enfin, si vos données clients, qui sont de facto des données critiques, à la fois pour votre business, mais aussi pour les clients eux-mêmes, parce que vous pouvez vous retrouver vous êtes gestionnaire de ces données, et rien que par rapport aux aspects de protection des données personnelles, vous avez des obligations en Europe et à Luxembourg, à travers GDPR, entre autres. Ben, c'est vous qui devez savoir si le niveau, par exemple, de protection que vous avez dans le data center est suffisant. Si vous avez un data center avec un tiering 4, pour donner un exemple, et que vous savez que vous avez des copies ailleurs, offline, qui permettent, même en cas
de gestion de crise chez l'hébergeur de pouvoir redémarrer, vous pouvez estimer que vous avez couvert une grosse partie du risque. Le risque zéro n'existant pas. Et évidemment, cela dépend aussi de votre politique de sauvegarde. Vous savez, un ransomware peut chiffrer le site de backup, hein. Hélas, c'est aussi un risque. Donc c'est vous, sur base de votre appétit du risque, sur base de ce que vous avez comme politique de sauvegarde, comme test DRP. Évidemment, dans les questions, et ça Guillaume en parlera mieux que moi, je pense qu'une société qui a un data center, par exemple tier 4, avec une copie ailleurs, donc dans un troisième site, et qui a une politique de sauvegarde très élaborée, bah, voilà, moi j'ai travaillé dans notre organisation, on faisait des copies offline et on avait un backup qui tournait vraiment très 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 régulièrement. On savait que si on avait un incident, on récupérait une copie, une photo des 4 heures précédentes. Donc évidemment, ça nécessite un investissement, mais ça c'est des discussions que vous pouvez avoir et trouver le bon équilibre entre le risque que vous courez, les investissements que vous allez mettre, évidemment, à la lumière de vos activités. Voilà, il y a que vous qui pouvez y répondre. Et encore une fois, je pense au CISO, au RSSI, les responsables sécurité. Je pense qu'ils ont un rôle prépondérant et ils doivent trouver l'équilibre avec le board. S'ils sont pas eux-mêmes dans un board, ils doivent trouver l'équilibre entre le risque, la gestion du risque et évidemment la sécurité. On a souvent les situations où le CISO ou le RSSI veut mettre une sécurité à 100%, mais évidemment derrière le business a un peu plus de mal. Donc voilà les éléments qu'on peut au moins partager pour relier la cybersécurité, donc la gestion de la sécurité, l'assurance, et voir aussi l'assurance comme un moyen de structurer aussi votre réflexion sur les risques que vous courez et comment les mitiger. Merci Abdellah. Je pense qu'on a parcouru ces questions stratégiques hein, sur le Luxembourg. Est-ce qu'on peut, je suis une PME Luxembourg, oui, on peut être impacté. J'allais dire, à partir du moment où on a un système informatique et on gère des données, on a un risque cyber. Donc l'intérêt d'une assurance éventuellement cyber pour vous accompagner peut faire du sens. On a parlé du fait d'externaliser certaines prestations, ne transfère pas la responsabilité de l'entreprise. Et en termes d'assurance, entre guillemets, cette réflexion de dire j'ai déjà une assurance responsabilité civile professionnelle. Alors souvent, le risque cyber, c'est souvent une exclusion hein, de votre assurance responsabilité civile professionnelle, mais elle ne vous couvre pas contre les dommages propres à votre entreprise, les frais de gestion de crise, etc. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un outil aujourd'hui complémentaire, stratégique. Je propose de passer au slide suivant pour pouvoir, on va dire, essayer de pouvoir transmettre les bonnes informations et notamment savoir comment qu'on parle à la direction du risque cyber ou de l'assurance cyber, comment qu'on approche ce côté technique, comment qu'on le parle, on va dire en langage commun et pour sensibiliser la direction. Tu l'as évoqué, Abdoulaye, toi tu as eu différents postes hein, et tu as justement eu ce rôle à plusieurs moments de pouvoir faire j'allais dire la traduction du risque technique vers un risque compréhensible pour tous. Comment on approche ça avec sa direction, cette discussion du risque cyber pour qu'ils en aient conscience? Oui, alors je sais que parfois on attend des éléments hyper techniques et j'ai aucun souci à rentrer dans la technicité pour illustrer les propos, mais je pense qu'ici on doit pouvoir vraiment bien comprendre les enjeux et vulgariser la cybersécurité, parce que même en 2026, c'est pas la chose la plus simple à aborder. Alors encore une fois, l'IA a accéléré tous les phénomènes, accélère la digitalisation, apporte aussi son lot d'écueils. Hein, on est tous contents quand on a pu s'amuser entre guillemets avec les LLM, pour ceux qui sont un peu plus avancés, faire des vidéos. Mais la réalité, c'est que l'IA, qui est une technologie parmi d'autres, a accéléré ces phénomènes. Et donc, il faut pouvoir mettre les boards, les sensibiliser. Donc, c'est une question de sensibiliser. C'est pas une question de technicité pour faire une course à l'échalote sur les technologies. Les technologies sont aussi efficaces qu'obsolètes à l'heure où on se parle. Si on peut parler même d'observabilité pour les plus aguerris. Si vous n'avez pas une cartographie de vos risques, si vous ne savez pas, vous connaissez pas votre surface d'attaque, vous n'avez pas une classification de vos données
et quelque part, vous n'avez pas non plus sensibilisé votre staff, vous pouvez mettre les meilleures technologies du monde, et ça a un coût, cela ne vous rendra pas service. Donc la première chose que tout responsable de sécurité ou toute personne qui a un mandat, parce que je parle ici de mandat sur la cybersécurité, puisque c'est l'affaire de tous dans une société. Mais celui qui a le mandat ou ceux qui ont le mandat d'en parler doivent déjà euh, donner la vision la plus transparente, la plus honnête des risques existants et des risques que la société court. Ça, c'est important. Ensuite, comme je l'ai dit, voilà, qui s'occupe de quoi en cas d'incident? Faut pas oublier que il y a encore quelques années, on pouvait faire la différence entre une attaque cyber et une panne. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous avez une panne, pardon, un serveur qui tombe, hélas, vous devez aussi vous poser la question, est-ce que ce n'est pas euh, un ransomware? Est-ce que c'est pas un DDoS ou toute autre attaque? Euh, Vous pouvez rien négliger. Alors, le but n'est pas de tomber dans la paranoïa, mais c'est important d'avoir la logistique pour pouvoir réagir. La situation de crise, et vous verrez dans quelques minutes une vidéo, c'est une situation à laquelle personne n'est préparé en fait. Les gens du métier qui ne font que ça ne font que ça. Donc eux sont préparés, même si chaque situation est différente. Mais vous, en tant que responsable sécurité, IT, dirigeant ou responsable métier, je suis désolé de vous le dire ainsi, personne n'est préparé. En fait, vous avez sans doute pour certains déjà une documentation, vous savez qui appeler, vous avez même peut-être une application qui est installée qui permet, hors du réseau, de pouvoir communiquer entre vous, de pouvoir faire ce qu'il faut, qui on doit appeler, etc. C'est bien, mais on est rarement préparé à ça. Pour continuer sur ce sujet, il faut pouvoir aussi sensibiliser les équipes, les préparer, les former, tester vos capacités de résilience, faire les tests d'intrusion, faire les tests DRP, hein, donc de continuité, ou en tout cas les DRP, donc en cas de désastre, en cas de sinistre. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour tout le monde. On pourrait presque en sourire, mais la gestion du mot de passe, c'est un écueil dans lequel beaucoup tombent. Alors, je donne l'exemple de mots de passe qui sont partagés sur un post-it. Je vous assure que c'est toujours le cas. Euh, la complexité, la gestion de complexité des mots de passe, c'est l'affaire de tous. Et je sais que pour l'avoir vécu, ça fait râler tout le monde quand on dit qu'il faut changer le mot de passe et qu'on passe de 6, 8, 10 et parfois bien plus long en nombre de caractères. Ben, c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, même sans l'IA, les mots de passe peuvent être craqués en quelques heures, quelques minutes. Et si le password n'est pas changé régulièrement et vous n'utilisez pas les bonnes pratiques, comme des phrases avec un certain nombre de caractères différenciants, vous allez être facilement, vous allez perdre tout simplement vos accès puisque quelqu'un va pouvoir le trouver et utiliser toute autre technique pour intégrer, pour rentrer dans votre réseau, que ce soit de manière latérale, que ce soit par une fraude au président. Voilà, fraude au président, quand on entend ça, on se dit, mais ça date d'il y a 20 ans, 30 ans. Non, la fraude au président existe toujours. Et vous savez très bien, pour ceux qui suivent l'actualité, qu'il y a des deepfakes qui ont tout simplement utilisé Teams, Microsoft Teams, où donc vous avez une personne qui se fait passer, une IA qui se fait passer pour un dirigeant. Donc ça, c'est arrivé, c'est pas de la fiction. Voilà, donc sensibiliser au maximum. Là, j'ai vu dans le chat aussi un commentaire sur les versions, qu'elles soient les versions d'OS. Oui, c'est un des éléments qui est utilisé par les pirates pour attaquer les sociétés parce qu'elles ont des composants qui ne sont pas mis à jour. Et pourtant, il arrive que les vulnérabilités des constructeurs, des éditeurs soient signalées plusieurs mois en amont et que le patch qui permet de mettre à jour, de corriger les vulnérabilités, n'ait pas été appliqué. Et donc ça, c'est aussi l'affaire de chacun. Donc regardez bien l'architecture de votre système d'information, regardez les différentes couches
hardware, software, regardez les versions, regardez quelles sont les différentes failles. Alors, si vous gérez vous-même votre informatique et si c'est pas vous, bah, assurez-vous que votre fournisseur vous donne les garanties. Ça, c'est vraiment capital. Les attaques peuvent venir de partout et je veux pas non plus qu'on se trompe, hein, les attaques ne viennent pas que de l'extérieur. On a un exemple concret à Luxembourg il y a quelques années où l'attaque venait de l'intérieur. Et il peut y avoir des dommages qui sont liés à une action malencontreuse, donc liés, encore une fois, à une mauvaise gestion des accès et surtout des accès privilégiés. Donc c'est un classique, d'où l'importance de revoir votre politique d'accès, vos procédures. Mais ça peut aussi, hélas, venir euh, d'une action malveillante d'un utilisateur ou d'une utilisatrice qui a des accès privilégiés. Voilà, ça, c'est déjà arrivé et ça peut arriver. On parle dans ce cas de cybersabotage. Voilà. Donc, il faut aussi sensibiliser vos utilisateurs, faut utiliser les outils qui existent, ou en tout cas avoir des rapports qui vous permettent de monitorer. Ces rapports, c'est aussi des rapports qui doivent être lus, ou en tout cas avoir un système d'alerte pour pouvoir les suivre. Et penser aussi à d'autres éléments, comme je l'ai dit, parce que l'attaque, elle n'est pas forcément ciblée sur un équipement informatique, une brique hardware ou software, elle est parfois tout simplement ciblée sur une personne, un dirigeant, une personne plus sensible plus vulnérable que d'autres. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc faites attention à ce que vous partagez comme information. Pensez évidemment à des choses assez basiques. Ben, la Clean Desk Policy, ça paraît très enfantin, mais on a encore des gens qui impriment des documents importants, confidentiels, et qui les laissent sur le bureau ou qui les laissent dans une voiture ou qui tout simplement, encore une fois, sont dans le train, dans l'avion, n'ont pas les filtres pour leurs écrans. Donc c'est un ensemble de bonnes pratiques, hein, on va pas les lister ici, mais il faut penser que vous pouvez être ciblé, en fait la société elle est ciblée, mais à travers vous en tant que dirigeant, à travers vous en tant que KIT ou en tant que RSSI. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques que tout le monde connaît ici, mais la réalité sur le terrain montre que les plus grosses cyberattaques sont souvent venues d'une négligence sur ces aspects ou sur un de ces points. Merci, merci Abdelhaï pour ces bonnes pratiques et ces bons conseils. En termes d'assurance, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à peu près 30% des incidents, au départ, provenaient, on va dire, de la non mise en place de MFA. Le fait de mettre en place une MFA permettait de réduire au moins de 30% les incidents cyber. Donc ça, c'est un conseil, on va dire, que les assureurs aujourd'hui recommandent souvent, de mettre cette multi-factor authentication en place, des sauvegardes éventuellement offline lorsque c'est possible. Et pour ceux qui ont souscrit une assurance cyber, et ça, on se rend compte aujourd'hui, tout le monde est couvert contre l'incendie de son bâtiment. Par contre, le taux de souscription d'assurance cyber pour les PME, il est encore faible, alors que pour les grandes entreprises, 100% sont couvertes. Et pour les PME, on est sur un taux de couverture d'à peu près 15% aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, c'est en croissance, mais on se dit que les données aujourd'hui d'une entreprise, elles sont aussi vitales que son bâtiment, hein, voire plus pour certaines entreprises encore. Et donc, l'assurance cyber, dans les prochaines années, tout le monde devrait, on va dire, avoir mis cette assurance cyber en place comme elle l'a mis aujourd'hui en place pour son bâtiment. Ça, c'est quelques conseils juste pour ceux qui ont souscrit l'assurance cyber aujourd'hui. Sauvegardez-la sur un fichier peut-être à part, hein, pas que les hackers puissent y avoir accès directement. Et encore une autre chose, gardez toujours les coordonnées papier du numéro d'assistance. Parce que souvent, lorsque vous avez plus accès à l'informatique et que vous devez appeler l'assistance, si tout était enregistré sur votre informatique, c'est problématique. Ce que je propose, peut-être, j'ai vu, on a parcouru quelques chats, on a ce témoignage qui est assez intéressant d'une entreprise victime, une PME française victime d'un incident cyber qu'on va partager avec vous. Peut-être qu'avec Abdellah, on prendra les questions plus techniques pour vous revenir, on va dire, sur chacun sur les points que vous avez évoqués pour être certain d'avoir répondu de façon satisfaisante à vos questions. De mon côté, je vous remercie pour la participation. On va partager ce témoignage qui clôturera certainement notre échange de ce matin. Pour moi, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, M. Abdelhaï ou M. Liga.
Non, c'est très bien. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir aussi cet échange avec vous tous, et de pouvoir sensibiliser. On est conscient que comme on ne sait pas le niveau de chacun ici, évidemment de culture sur les aspects cyber, on n'est absolument pas sur un webinaire technico-technique. On est là pour surtout évangéliser, partager, sensibiliser et partager aussi surtout les retours d'expérience qui peuvent augmenter la capacité de chacun à la suite de ce webinaire de se poser les bonnes questions ou tout simplement d'avancer dans votre propre réflexion. Parfait. Merci. Merci. Un dernier mot, n'oubliez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. On vous laisse avec le témoignage de cette PME française. Je m'appelle Nicolas Dubar, j'ai 42 ans, je suis président de la société Somagic depuis 6 ans. Nous fabriquons des barbecues à destination du grand public, entre 800 000 et 1 million de barbecues que nous distribuons sur le marché français et à l'export depuis une quarantaine d'années. Donc le lundi 18 septembre au matin, comme tous les lundis ou comme tous les matins, j'arrive à l'usine et on me tombe dessus pour m'expliquer que nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je ne prends pas franchement conscience de la situation. Je suppose qu'il y a un virus quelque part, comme on entend régulièrement ici et là. Et en réalité, on me dit, mais Nicolas, il faut que tu te rendes compte, on ne peut plus travailler. Et quand on te dit ça, tu te dis, on ne peut plus travailler, on ne peut plus allumer l'ordinateur. Non, non, Nicolas, on ne peut plus travailler. C'est-à-dire que les machines ne peuvent plus fonctionner, nous n'avons plus accès à notre réseau, nous n'avons plus accès à nos données, nous ne pouvons plus gérer la compta, nous ne pouvons plus gérer le commerce. En gros, nous ne pouvons plus faire tourner l'activité de Somagic. Il faut se dire que sur le moment, on se dit que ça va être compliqué. Mais on n'imagine pas réellement ce qui s'est passé, même après ces propos, qui peuvent paraître durs, lourds de sens. Mais dans les faits, il faut quelques minutes, voire quelques heures pour se rendre compte qu'effectivement, à l'instant T, Somagic n'existe plus. On venait de perdre 40 ans d'histoire et les activités à venir, c'est-à-dire l'ensemble de nos commandes, l'ensemble des plans de nos produits, l'ensemble de notre comptabilité, l'ensemble de notre gestion des ressources humaines, tout était devenu indisponible. On ne pouvait plus gérer l'entreprise. Je me demande quoi faire, il me faut quelques minutes pour réaliser, et c'est à ce moment-là que mon informaticien me dit, pourtant très compétent, Nicolas, je ne sais pas quoi faire. On venait de toucher un sujet qui était pour moi ingérable, étant donné que l'informatique est un outil. Pour moi, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Dès que ça ne fonctionne plus, je suis perdu. Mais ça va sur la boîte mail qui fonctionne plus ou un accès réseau qui fonctionne plus. Je ne sais pas comment le réparer. Mais là, ça allait beaucoup plus loin puisque de toute façon, allumer l'ordinateur était devenu interdit. Notre informaticien, Stéphane, me demande qu'est-ce qu'on fait. Et quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave, puisque ce n'est jamais arrivé. Et je me souviens, à cet instant précis, il est 9h du matin, que nous avions souscrit une assurance qui s'appelle Stoic et que j'avais préparé un petit papier où étaient notées les coordonnées de cette assurance. Et donc à 10h06 du matin, je les contacte et je fais une déclaration de sinistre. En n'ayant absolument pas de soupçon sur ce qui allait se passer derrière. Et ils me répondent, ok, on vous envoie 2 gars. Je comprends pas bien ce que ça veut dire, ils nous envoient 2 gars. Un vient de Paris, un vient d'Angers, et donc patientez, ils arrivent. À ce moment-là, il faut gérer les hommes. Qu'est-ce qu'on fait de nos salariés puisqu'on ne peut pas travailler? Donc nous, on avait encore la chance d'avoir un tapis roulant qui fonctionnait sur lequel on pouvait poser des cartons et emballer quelques barbecues parce qu'on avait des pièces détachées qui étaient prêtes. Et donc on met tout le monde dans l'usine et les gens commencent à emballer le reste des pièces qu'on avait pour fabriquer quelques barbecues. Certains prennent des balais, nettoient l'usine. Bon, arrivé en début d'après-midi, plus rien à faire. Je renvoie les gens chez eux. Les quelques cadres dirigeants qui m'entourent au quotidien restent.
Et on discute dans le hall, on discute dans mon bureau, on discute, enfin, on est perdu, quoi. Et on attend l'équipe de chez Stoic. Il y avait quand même des gens qui avaient pris la main côté Stoic pour commencer à regarder à distance l'ampleur des dégâts. Et eux étaient en contact direct avec Stéphane, notre informaticien, et avec moi pour m'orienter sur les différents sujets que j'allais avoir à traiter. Je dois aller déposer plainte, qu'il va falloir gérer la CNIL, qu'il va falloir que je gère ma communication. Tout m'arrive, c'est un flot d'informations. Je veux dire, moi, si j'ai un problème commercial, un problème technique, un problème humain, bah, c'est mon quotidien, c'est pas toujours simple à gérer, mais globalement, j'en ai l'habitude, mais là, pas du tout. Donc, en attendant les stoïques, je monte dans la voiture, je vais au commissariat, à la gendarmerie plus précisément, et je leur explique que je viens déposer plainte pour une cyberattaque. Cataclysme. Les gens qui me reçoivent sont très agréables, mais aussi dépassés que moi. Après 4 ou 5 échanges avec les gendarmes, ils m'expliquent qu'il faut que je revienne le lendemain parce que du gendarme de la cybersécurité à Paris pour savoir exactement comment déposer plainte dans ce cas de figure. Donc je rentre à l'usine où j'ai 3 collègues qui m'attendent pour me soutenir gentiment, mais je n'ai pas déposé plainte et on n'a toujours rien fait si ce n'est éteint l'intégralité de nos serveurs. En revenant à l'usine, l'une des 3 personnes qui étaient là m'appelle en me disant « Nicolas, ça fait 3 fois qu'il y a un numéro de téléphone qui appelle. C'est pas un numéro habituel et j'ai décroché, ça parle en anglais. Bon, donc je m'installe devant le téléphone ressonne, je décroche. Donc là, il y a un gars qui m'explique en anglais qui veut parler au décideur. Je dis, je suis pas le décideur. Et il me dit, donc t'as rien compris, je vais raccrocher, je veux parler au décideur. Donc je lui dis finalement, je suis président. Il me dit donc si tu es le président, tu sais très bien ce qui est en train de se passer. Donc tu prends contact avec nous sur le dark web via un chat pour commencer à négocier. Et il raccroche. Je contacte de nouveau mes interlocuteurs chez Stoic qui m'expliquent que c'est l'habitude, qui me connaissent et qui vont m'aider. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut payer, pas payer. Alors après, nous évidemment on n'a jamais envie de payer, mais je veux comprendre, on essaie de se rendre compte de l'ampleur du montant qui est demandé. Bon. Et on m'oriente et on me soutient et on m'explique, on va y aller étape par étape, on va voir ce qui est possible de reconstruire, ce qu'on va pouvoir récupérer, et au fil de l'eau, ça va donner une décision il faut négocier pour payer peut-être une partie ou pas du tout, mais on le fera que quand on se rendra compte de ce qu'on peut récupérer ou ne pas récupérer. Donc je me sens pas rassuré par la situation, mais je me sens soutenu. Et à 17h, Antoine, je crois que c'est Antoine qui arrive en premier de chez Stoic. Alors moi je les ai appelés les hackers gentils. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, enfin je suis complètement... c'est le Messie qui arrive. Et il s'installe, son collègue arrive un tout petit peu plus tard. Ils s'installent dans nos bureaux avec leurs ordinateurs, avec leur sourire, avec leurs t-shirts tout simples, des gars super accessibles, qui sont, j'imagine, intellectuellement geeks, un monde que je ne maîtrise pas, et en même temps qui sont détendus et en tout cas rassurants. Quand je leur pose une question, ils s'arrêtent, ils me répondent systématiquement avec des mots que je comprends. Quand ils parlent entre eux, je comprends rien. Et ils commencent à chercher sur nos serveurs ce qui va pouvoir être récupérable ou pas. Donc sur le serveur, ce qu'ils découvrent d'abord, c'est la demande de prise de contact sur un chat pour nous informer que c'est un ransomware et que pour récupérer nos données, il va falloir payer. Donc là, la négo, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je veux dire, on le voit à la télé, c'est limite le GIGN qui prend la main. Bon, moi, je fais pas ça dans la vie. Et donc, l'équipe de Stoic a entamé une négo parce qu'au départ, ils te disent, c'est quand même complètement fou, voilà le montant, mais si tu payes maintenant, il y a de l'escompte. Et si tu payes demain, c'est 20% de plus par jour de retard de paiement. Alors ça va quand même relativement vite. Et donc les équipes qui ont pris la main pour négocier ont commencé à faire traîner, ont trouvé des excuses en disant le responsable financier n'est pas là, vous voulez qu'on vous paye en bitcoin, mais nous on n'a pas de compte en bitcoin, donc du coup il va falloir ouvrir un compte en bitcoin.
Après, on a dit que le passeport de Monsieur Dubar a été refusé auprès d'organismes qui ouvraient le compte en Bitcoin. Et bon, on a fait traîner les choses parce qu'ils nous avaient expliqué que si on payait pas, ils allaient publier l'intégralité de nos données sur le dark web. Et donc, pour faire traîner ça, il y a une négo qui a duré, mais c'est pas 2 jours, ça a duré 15 jours, je crois, la négo. Alors que normalement, au bout de 3 jours, ils voulaient publier. Moi, j'aurais pas su faire ça. Enfin, je veux dire, déjà, ils m'auraient dit, tu ouvres un compte en Bitcoin. Je veux dire, de quoi tu parles, quoi. Moi, le Bitcoin, je le vois pareil, à la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie. Nous, de notre côté, il faut gérer les hommes. Il faut gérer le dépôt de plainte qui finalement se fait, donc le lendemain. Je gère les hommes chez nous. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais Nicolas, ça va se passer comment, on va tenir debout, enfin ça va continuer. Parce que moi, mon mari, il est en train de perdre son boulot, mais moi, je peux pas perdre le mien, quoi. Et les gens pleurent, quoi. Les gens pleurent dans votre bureau. Et quand ils viennent vous voir en disant la situation économique est compliquée, est-ce que Somagic ça va, bon, bah, vous répondez des choses, quoi. Et là, vous devez les rassurer, mais vous savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans 1 heure ou le lendemain ou le surlendemain. Combien de temps on va tenir sans fabriquer? Est-ce qu'on va récupérer nos plants? Des centaines de plants qui sont perdus. On peut plus fabriquer de barbecue, on peut plus rien faire. Entre-temps, ce dont on se rend pas compte, c'est que moi, la compta, ils sont venus me voir en me disant Nicolas, comment je fais la déclaration de TVA là? Ou la paye? Parce qu'on était le 18 septembre, donc on arrive très vite à la fin du mois. Quand ta RH, elle vient te voir, elle te dit Nicolas, je fais comment la paye? Eh ben, Catherine, la paye, eh ben, on va trouver une solution. Quand je dis qu'on peut plus travailler, on peut plus travailler, quoi. Et finalement, de fil en aiguille, je décide de faire une communication à toute l'entreprise. Donc, je convoque toute l'entreprise, donc j'ai 50 personnes devant moi, et je crois que je leur ai jamais parlé avec autant d'émotion et probablement la larme à l'œil, en leur expliquant ce qui était en train de se passer. Et en leur disant que on allait s'en sortir tous ensemble. Mais que c'est... Putain. Mais que c'était... très, 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 très inconnu pour moi et très, très dur à gérer. Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis un peu garant du salaire à la fin du mois, quoi. Que tout ça tienne debout. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Et on a de la chance chez Somagic parce que les gens étaient vraiment... je veux dire, tout le monde était ensemble. Tout le monde, c'est une espèce de groupe qui s'est mis au service de l'entreprise. À mon service, on va vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont fait des choses qu'ils ne font jamais. Il y a une espèce d'élan de solidarité qui nous a vraiment aidés pour continuer à avancer et à garder un minimum le moral. Et puis une fois que j'avais communiqué auprès des salariés, les clients. Parce que tu es obligé de communiquer auprès de tes clients. Donc là, avec notre avocat, on a écrit un courrier qu'on a envoyé à tous nos clients en attendant la réaction des clients. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors là, c'est disparate, hein. Les clients sont très inquiets, des clients qui sont confiants mais qui suivent, puis des clients qui réagissent pas forcément. Alors pour moi, ça a été personnellement plusieurs nuits sans sommeil, mais c'est pas des nuits hachées. Je veux dire, c'était 0 minute de sommeil. Tu dors pas du tout. Tu te lèves le matin, t'es même pas fatigué. Tu dors pas, quoi. Tu vis un truc, c'est une intrusion, un vol, quoi. C'est un cambriolage où tu rentres dans ton appartement et il est intégralement vide de tout ce que tu avais. Tout ce qui te servait au quotidien pour faire à manger, pour boire un coup, pour travailler, pour te divertir, les souvenirs de tes enfants. Et t'arrives un matin et il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Tout a disparu, quoi. Et à ce moment-là, je vais plus rien retrouver, quoi. Je crois qu'au bout de 4 ou 5 jours, il y a les stoïques et mon informaticien qui arrivent et qui me disent Nicolas, on peut restaurer une sauvegarde du 23 mars 2021. Est-ce que ça t'intéresse? Donc en gros, ça veut dire qu'on revient presque 2 ans avant.
mais tu as toutes les données d'il y a 2 ans, quoi. Bah oui, on y va. Là, je me dis, ouah, parce qu'il y a des fichiers, on utilise les mêmes tous les ans, puis après on les remet à jour avec des nouvelles données. Donc déjà, on avait nos bases de fichiers. Donc on avait perdu 1 an et demi ou 2 ans de nouveaux produits ou différents sujets qu'on avait traités, mais on se retrouvait quand même avec une base correcte pour pouvoir travailler. Et là, à ce moment-là, tu sais, enfin moi, dans mon esprit, je me suis dit, c'est bon, on va pas fermer, on va pas mourir. Alors après, comment ils ont récupéré ça, comment ils ont retrouvé le truc, franchement, ça me dépasse complètement. Mais ils ont remis le truc en place. Et donc, une semaine après, je rallume l'ordinateur, je vais sur le serveur et je suis 2 ans plus jeune, quoi. Moi, j'estime qu'on a retrouvé à peu près 90% des données. Je veux dire, finalement, avoir perdu que 10% de tes données par rapport à ce qui s'est passé, c'est presque un moindre mal. Mais bon, il nous a fallu presque 1 mois pour en arriver à se dire on a récupéré 90% des données. Et 1 mois, c'est quand même très très long, quoi. Au final, on n'a pas du tout payé la rançon, donc ça, on en est quand même content, déjà de par la dépense, puis dans la philosophie. Je sais pas, j'ai dû avoir un coup de chance où en janvier 2023, je souscris à une assurance cybersécurité qui s'appelle Stoic, parce que de toute façon, dans pas mal de questionnaires d'assurance en responsabilité civile, etc., il nous est demandé quel est le niveau de sécurité que nous avons. Donc, on se disait qu'il fallait avancer un peu sur ce sujet-là. Donc, on souscrit à l'assurance chez Stoic. Je me rends pas bien compte de ce que je fais, je me donne une bonne conscience en me disant, bon, s'il nous arrive un truc, on a une assurance, quoi. Quand je fais la déclaration à l'assurance, je pense juste faire une déclaration à l'assurance. J'imagine pas que derrière, il y a tout un pôle reconstruction, soutien à la négociation. Je le savais pas, parce que j'étais pas rentré dans le détail. Et donc, ça a été un peu la bonne surprise de l'histoire. Mais tu fais une déclaration à l'assurance et puis eux, ils t'envoient des gars pour réparer ton système et puis pour t'aider à négocier, quoi. Et ce qui est important sur ces périodes-là, c'est justement c'est le temps. Moi, sans Stoic, on m'aurait dit, tu vas sur le dark web pour discuter avec des hackers. Ben, je sais pas. Déjà, c'est du chinois, quoi. Donc là, l'accompagnement, en fait, pour nous, parce que j'avais souscrit à cette assurance un peu par hasard. Alors, c'est pas totalement hasard parce qu'on en entend beaucoup parler, mais et ben tout a été géré à la minute près, quoi. Donc l'équipe Stoic est restée 3 ou 4 jours physiquement et ensuite ils sont repartis, mais ils ont continué à travailler sur le dossier, mais à distance. Mais enfin moi je dirais à plein temps parce qu'ils étaient quand même toujours dessus. Donc je dirais que pendant au moins 15 jours, on a eu deux gars à disposition quasiment tout le temps, quoi. On a eu des listes de conseils, on a mis des choses en place, on leur en a reparlé, ils nous ont redonné des avis ou des conseils. Donc il y a eu un accompagnement, on est 7 ou 8 mois plus tard et on se parle encore. On n'a pas payé la rançon, on fonctionne aujourd'hui normalement et c'est un mauvais souvenir. En toute humilité, je me sentais vraiment en sécurité avant. Je ne me rendais pas du tout compte à quel point ça allait toucher l'entreprise, me toucher moi personnellement, toucher mes salariés personnellement. Et on a découvert que nous n'étions pas au niveau, mais je peux vous assurer que je vous aurais répondu qu'on était au niveau. Dans l'analyse qui a été réalisée par les Stoïques, c'était déjà de comprendre par où les pirates étaient rentrés. Donc nous, on a des VPN comme beaucoup de gens et des comptes VPN. Donc a priori, on suppose, en tout cas la conclusion à laquelle on est arrivé, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais on suppose que c'est un phishing et qu'ils sont rentrés via un VPN sur notre réseau. Après nous, comme tout le monde, on se pensait réellement protégé. J'ai rentré les antivirus, sauvegarde externalisée, etc. Vous m'auriez dit en août 2023, est-ce que vous êtes protégé? Ah oui, je suis protégé, pas de problème. En plus, nous, on savait qu'il y avait des tentatives d'intrusion parce qu'on le voit régulièrement, mais ils sont jamais rentrés, ils rentreront pas. On a fait plein de trucs, il n'y a pas de raison que ça rentre, quoi. Mais ce qu'on a mis en place depuis, grâce à l'étude de ce qui s'était passé,
Moi, j'ai tendance à dire que c'est devenu un bunker, donc on a dû multiplier par 2 ou par 3 les dépenses en cybersécurité. Mais je veux dire, c'est un moindre mal par rapport à ce que cette affaire-là aurait pu nous coûter, la vie de l'entreprise de toute façon. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein pour l'entreprise. On a des sauvegardes sécurisées, et même si on perdait et on se faisait attaquer, on récupérerait l'intégralité de nos données. Il faudrait juste reconstruire l'infrastructure. La vie de l'entreprise serait plus du tout en jeu, ça c'est certain. C'est juste un gros travail, mais sans inquiétude quant à l'avenir. Et vous m'auriez aussi posé la question, est-ce que vous avez des sauvegardes? Oui, on a des sauvegardes en interne qui sont répliquées. Plus on a de la sauvegarde externalisée, donc aucun risque, quoi. Ben, rien du tout. Maintenant, je sais qu'on n'était pas suffisamment protégé, ne serait-ce que sur les mots de passe, la gestion des mots de passe, la sensibilisation sur le phishing, la sauvegarde externalisée. Ben, il y avait des outils qui existaient depuis un an et demi qui nous auraient permis de ne rien perdre et qu'on a mis en place entre-temps. Mais on avait des sauvegardes qui n'étaient pas, même si elles étaient externalisées chez un prestataire, qui n'étaient pas sécurisées. Nos antivirus n'étaient pas forcément à la hauteur. J'ai découvert qu'il y avait des outils d'analyse comportementale sur le réseau qui permet de voir s'il se passe des choses sur le réseau pour tout mettre en rideau du jour au lendemain. Mais ça, on n'en connaissait même pas l'existence, quoi. Et ça existe depuis quelques temps. Et même aujourd'hui, a priori, les hackers, ils commencent à être capables de contourner ces outils-là. Alors, je me sens pas prêt dans le sens où je veux pas le revivre. Je veux vraiment pas le revivre. C'est vraiment un traumatisme. Par contre, je pense que si aujourd'hui il y avait une tentative d'intrusion sur nos serveurs, ce serait vraiment très 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 compliqué pour les hackers de rentrer. Et quand bien même ils rentreraient, on a mis en place un système de sauvegarde externalisé avec un niveau de sécurisation qui fait qu'on pourrait se retrouver avec une infrastructure par terre. Par contre, on perdrait aucune donnée. Renseignez-vous, faites ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont pas très compliqués à mettre en place, mais qui peuvent vraiment permettre de se protéger. Je veux dire, ne mettez pas la vie de votre entreprise en danger en vous pensant au-dessus du lot parce que votre informaticien vous a dit mais moi c'est bon, parce que nous on a pensé ça, et ces phrases-là je les ai dites, mais nous c'est bon, quoi. Mais non, nous c'était pas bon. C'est pas parce que tu as un prestataire qui te dit non mais nous on fait tout. Nous, notre prestataire, il nous avait dit que on avait compris, alors on va le dire comme ça, que la sauvegarde était externalisée chez eux et sécurisée. Et en fait non, pas du tout, puisque de toute façon ils sont remontés jusqu'à cette sauvegarde et ils l'ont intégralement effacée. On vous raconte des choses, on a des idées reçues. On se dit, en plus ça coûte cher, je préfère investir sur un nouveau produit, sur un nouveau projet, sur de la communication, sur le marketing. Mais enfin, le jour où tu as investi sur tout ça, puis que tu n'as plus d'usine à faire tourner, ou que ton activité, tu peux plus la gérer, de toute façon, c'est perdu. Et ça peut nous arriver à tous. Nous, on est à la campagne, hein. On est vraiment à la campagne, hein, dans les vignes bourguignonnes, hein. Je me suis pas dit, ils vont attaquer une PME à la campagne, quoi. Eh ben si. Je pense qu'on arrive à la fin, en tout cas. Merci. Merci à tout le monde, hein. Merci à vous. Et est-ce qu'il y a encore des questions? Pas forcément. Oui, je pense que la conclusion de ce webinaire, c'est vraiment il faudra protéger ces infrastructures, il faudra former ses employés, et ouais. Et l'assurance, c'est un surplus qui peut aussi le faire. Oui, tout à fait. Une bonne gouvernance, une bonne connaissance des risques, former effectivement le personnel, former de manière continue et toujours mettre l'adéquation entre les risques courus, ceux qui sont connus évidemment, et vos intérêts métiers. Voilà. Merci en tout cas. Parfait. S'il n'y a plus de questions,
Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre participation et à la prochaine. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci.